Je venais tout juste de m'installer dans mon nouvel appartement à Montmartre, un petit 2 pièces avec vue sur les toits de Paris. Après 5 ans à Lyon, j'avais enfin trouvé le courage de quitter ma ville natale pour poursuivre mon rêve de devenir illustratrice dans la capitale. L'appartement n'était pas grand, mais les murs en pierre apparente et les poutres au plafond lui donnaient un charme fou. La lumière qui entrait par les fenêtres à croisillons baignait mon petit salon d'une douce lueur dorée en fin d'après-midi. Ce soir-là, je déballais encore des cartons quand on frappa à ma porte. 3 coups légers, presque timides. Je n'attendais personne. La concierge, Madame Dubois, m'avait prévenu que le quartier était sûr, mais qu'il fallait tout de même rester prudente. On ne sait jamais qui rôde dans les rues de Paris, ma petite, m'avait-elle dit en me remettant les clés. J'hésitai un instant, puis me dirigeai vers la porte sur la pointe des pieds. Je regardai par le judas et aperçus une silhouette féminine. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, les cheveux châtains coupés au carré, vêtue d'un imperméable beige. Elle semblait nerveuse, jetant des coups d'œil furtifs dans le couloir. « Qui est-ce » demandai-je à travers la porte. « Claire ? C'est toi. »« C'est Sophie, » répondit-elle d'une voix tremblante. Je ne connaissais aucune Sophie. Du moins, je ne pensais pas en connaître. Pourtant, elle avait prononcé mon prénom avec une familiarité déconcertante. « Je crois que vous vous trompez, dis-je, la main sur la poignée mais sans ouvrir. »« Non, je ne me trompe pas, insista-t-elle. »« S'il te plaît, ouvre. C'est urgent. Je sais que ça fait longtemps, mais je n'ai nulle part où aller. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots. J'entendis un sanglot étouffé. Contre toute prudence, j'entr'ouvris la porte, gardant la chaîne de sécurité en place. Ses yeux verts étaient rougis par les larmes, son mascara avait coulé sur ses joues pâles. Elle portait un sac à dos défraîchi et semblait épuisée. Quelque chose dans son regard me troubla profondément, une lueur de désespoir mêlée à une étrange familiarité. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Vraiment désolée de débarquer comme ça. Mais il me suit et je ne savais pas où aller. » « Qui vous suit ?» demandai-je, de plus en plus intriguée malgré ma méfiance. « Thomas. Mon ex. Il a trouvé mon adresse et il devient fou. La police ne fait rien tant qu'il ne passe pas à l'acte. J'ai pensé à toi, Claire. » Le plus troublant, c'était cette façon qu'elle avait de prononcer mon prénom, comme si nous étions de vieilles amies. Et pourtant, j'étais certaine de ne jamais l'avoir rencontrée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par compassion, peut-être par curiosité, mais j'ôtai la chaîne et ouvrai complètement la porte. « Entrez » dis-je simplement. Elle se glissa à l'intérieur, et je refermai rapidement la porte derrière elle, tournant 2 fois la clé dans la serrure. Sophie resta un moment immobile dans l'entrée, comme si elle n'osait pas avancer davantage dans mon univers. Son regard balaya la pièce, s'arrêtant sur les cartons à moitié défaits, sur mes croquis éparpillés sur la table basse, sur les photos que j'avais déjà accrochées au mur. « Tu viens juste d'emménager » constata-t-elle. « Oui, il y a 3 jours » répondis-je. « Écoutez, Sophie. Je ne veux pas paraître impolie, mais je ne vous connais pas. Comment connaissez-vous mon nom? Comment avez-vous trouvé mon adresse ?» Elle me fixa avec une expression de profonde incrédulité, puis son visage se décomposa. « Tu ne te souviens pas de moi » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une constatation amère. Je devrais. Claire, c'est moi, Sophie Mercier. On a grandi ensemble à Lyon. On habitait dans le même immeuble, rue Garibaldi. On allait au même collège, Saint-Exupéry. On était comme des sœurs jusqu'à... Elle s'interrompit, voyant l'incompréhension totale sur mon visage. Je secouai la tête, désorientée. J'avais bien grandi rue Garibaldi à Lyon, j'avais bien fréquenté le collège Saint-Exupéry, mais je n'avais aucun souvenir d'une Sophie Mercier. « Je suis désolée » dis-je doucement. Elle s'effondra sur mon canapé, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Ses épaules s'affaissèrent et elle enfouit son visage dans ses mains. « L'accident » murmura-t-elle. « Il m'avait dit que tu avais perdu certains souvenirs, mais je ne pensais pas, je ne croyais pas que tu m'aurais complètement oublié. » Un frisson me parcourut l'échine. Quel accident? De quoi parlait-elle? J'avais effectivement eu un grave accident de voiture à mes 18 ans.
J'étais restée dans le coma pendant 2 semaines. Les médecins m'avaient parlé de possibles pertes de mémoire, mais je n'avais jamais eu l'impression d'avoir oublié quoi que ce soit d'important. Je m'assis lentement à côté d'elle, soudain moins méfiante et plus curieuse. « Parlez-moi de cet accident, demandai-je. Qu'est-ce que vous savez ? Sophie prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle replaçait une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle me regardait avec une intensité qui me mettait mal à l'aise, comme si elle cherchait dans mes yeux un signe de reconnaissance qui ne venait pas. On était ensemble ce soir-là, commença-t-elle doucement. Le 12 juin 2015. C'était la soirée de fin d'année au lycée Ampère. Tu ne voulais pas y aller, mais je t'ai convaincu. On avait emprunté la voiture de ton père, cette vieille Peugeot bleue. Mon cœur se mit à battre plus fort. La Peugeot bleue de mon père. C'était bien dans cette voiture que j'avais eu mon accident. Mais dans mes souvenirs, j'étais seule. On avait bu, poursuivit-elle, les yeux baissés. Pas beaucoup, mais assez pour qu'on ne soit pas en état de conduire. On s'était disputé à la soirée. À propos de Julien Moreau. Ce nom fit remonter quelque chose en moi. Julien Moreau. Mon premier amour. Nous étions sortis ensemble pendant presque toute notre terminale. Tu m'en voulais parce qu'il m'avait embrassé dans la cuisine pendant que tu étais dehors à fumer avec Marion, continua Sophie. C'était stupide. Je n'avais rien fait pour l'encourager. Tu as pris les clés et tu es parti sans moi. J'ai couru pour te rattraper sur le parking. Tu as accepté de me ramener, mais tu étais furieuse. Des images floues commençaient à émerger dans mon esprit. Une dispute. Des cris. Le parfum entêtant du jasmin dans l'air nocturne. Le bruit sourd d'une portière qu'on claque. Tu conduisais trop vite, dit Sophie, sa voix à peine audible maintenant. Je te suppliais de ralentir. On a pris le virage après le pont de la Guillotière et il y avait cette camionnette. Elle s'arrêta, incapable de continuer. Je sentais mon corps se tendre, comme si chacun d'eux. Mes muscles anticipaient la suite du récit. Tu as braqué pour l'éviter, reprit-elle après un moment. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser contre le parapet du pont. Les pompiers ont mis plus d'1 heure pour nous sortir de là. Je portais inconsciemment ma main à la cicatrice qui courait le long de ma tempe droite, habituellement cachée par mes cheveux. Les médecins m'avaient dit qu'un éclat de verre avait failli me coûter l'œil. Tu étais du côté conducteur, tu as pris le plus gros de l'impact, continua Sophie. Moi, j'ai eu le bassin fracturé et plusieurs côtes cassées, mais toi, tu ne respirais presque plus quand ils t'ont sorti de la voiture. Un silence lourd s'installa entre nous. Je tentais désespérément de faire correspondre son récit avec mes souvenirs, mais c'était comme essayer d'assembler un puzzle dont la moitié des pièces manquait. « Pourquoi je ne me souviens pas de toi ?» demandai-je finalement. Sophie haussa les épaules, un sourire triste aux lèvres. Les médecins ont parlé d'amnésie post-traumatique. Ton cerveau a effacé certains souvenirs pour se protéger. Apparemment, j'en faisais partie. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, cherchant à mettre de l'ordre dans mes pensées. Les toits de Paris s'étendaient devant moi, teintés d'orange par le soleil couchant. Comment était-il possible que j'aie oublié quelqu'un d'aussi important dans ma vie ? Après l'accident, reprit Sophie derrière moi, tes parents ont déménagé à l'autre bout de Lyon. Ils m'ont interdit de venir te voir à l'hôpital. Ton père m'a dit que c'était ma faute si tu avais bu, ma faute si tu t'étais mise en colère. Il m'a dit de te laisser tranquille, que tu avais besoin de calme pour guérir. Je me retournai vers elle. Et tu as accepté ? Qu'est-ce que je pouvais faire ? J'étais brisée aussi, Claire. Physiquement et émotionnellement. J'ai essayé de t'appeler quand tu es sortie de l'hôpital, mais tu ne répondais jamais. J'ai même envoyé des lettres, mais je ne sais pas si tu les as reçues. Et puis un jour, j'ai appris que tu étais partie à l'université de Nice. J'ai compris que c'était fini. Je revins m'asseoir à côté d'elle, troublée par ces révélations. Mes parents ne m'avaient jamais parlé d'une amie dans la voiture le soir de l'accident. Ils avaient toujours éludé mes questions sur cette nuit, me disant de me concentrer sur l'avenir plutôt que de ressasser le passé. « Comment m'as-tu retrouvée après toutes ces années ?» demandai-je. « Instagram, dit-elle avec un petit rire. Aussi simple que ça.
Tu as posté une photo de ton nouvel appartement il y a une semaine, avec le hashtag Nouveau Départ Paris. J'ai reconnu ton style de dessin sur la table. Ces petites fées que tu adorais dessiner au collège. Je jetai un coup d'œil à mes croquis éparpillés. Effectivement, parmi eux se trouvaient quelques dessins de fées, un motif récurrent dans mon travail depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Donc tu as débarqué à Paris juste pour me voir ? Pour raviver de vieux souvenirs que je n'ai même pas ? Sophie secoua la tête, son expression redevenant grave. Non, Claire. Je ne suis pas venue juste pour ça. Je suis venue parce que je suis en danger. Et parce que tu le es peut-être aussi. À cet instant, mon téléphone vibra sur la table basse. Un message d'un numéro inconnu. Je le saisis et lus, « Je sais où tu es, Sophie. Et maintenant, je sais aussi où est Claire. » Je relevai les yeux vers Sophie, dont le visage avait perdu toute couleur. « Thomas, murmura-t-elle. Il nous a trouvés. » « Qui est ce Thomas exactement ? Demandai-je, sentant la peur s'insinuer en moi. « Et pourquoi me cherche-t-il aussi ?» Sophie se leva brusquement et alla vérifier que la porte était bien verrouillée, puis elle tira les rideaux des fenêtres. « Thomas Renard, dit-elle en revenant vers moi. Je l'ai rencontré il y a 2 ans. C'était mon professeur à la fac de droit. Brillant, charmant, articulé. Je suis tombée amoureuse comme une idiote. On a commencé à se voir en secret. » Elle s'interrompit, comme si elle hésitait à poursuivre. Puis, d'une voix plus basse, « Au début, tout était parfait. Puis il est devenu possessif, jaloux. Il vérifiait constamment mon téléphone, mes sorties. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il avait un casier judiciaire. Pourquoi ? Violence conjugale. Il avait presque tué son ex-femme. Elle s'était rétractée au dernier moment, refusant de témoigner contre lui. Quand je l'ai confronté, il a complètement changé. Il m'a avoué qu'il avait mené des recherches sur moi bien avant qu'on se rencontre, que notre rencontre n'était pas due au hasard. Comment ça ? Il avait trouvé de vieilles photos de nous deux sur mes réseaux sociaux. Des photos de toi et moi, avant l'accident. Il m'a dit qu'il te cherchait depuis des années. J'eus soudain l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Pourquoi me chercherait-il ? Je ne le connais même pas. Sophie prit mon téléphone et tapa rapidement quelque chose. Elle me le tendit ensuite, montrant la photo d'un homme d'une 40aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard perçant. « Tu es sûr que tu ne le reconnais pas ?» Je fixai la photo, cherchant dans ce visage quelque chose qui pourrait éveiller un souvenir. Les yeux gris, le nez droit, la mâchoire carrée, rien ne me semblait familier. Et pourtant, un malaise inexplicable s'empara de moi. « Non, dis-je finalement. Je ne l'ai jamais vu. » Sophie reprit le téléphone et le posa sur la table, comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. « Il s'appelait Antoine Lefebvre à l'époque, dit-elle doucement. Il était l'assistant de ton père à l'université. Mon père, Marc Duval, avait été professeur de littérature comparée à l'université Lyon 2 pendant plus de 20 ans. Je me souvenais vaguement qu'il avait eu plusieurs assistants au fil des années, mais aucun du nom d'Antoine Lefebvre. Il a changé d'identité après ce qui s'est passé, poursuivit Sophie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Demandai-je, de plus en plus troublée. Sophie se leva et commença à faire les 100 pas dans mon petit salon, se frottant nerveusement les bras comme si elle avait froid malgré la chaleur de cette soirée de juin. « Tu ne te souviens vraiment de rien, n'est-ce pas ?» dit-elle, plus pour elle-même que pour moi. « Ton père ne t'a jamais rien dit ? » « Mon père est mort il y a 3 ans, répondis-je. Ma mère l'année dernière. » « Alors non, ils ne m'ont rien dit. » Sophie s'arrêta net, visiblement choquée par cette nouvelle. « Je suis désolée, Claire. Je ne savais pas. » Elle vint se rasseoir à côté de moi et prit mes mains dans les siennes. Ce contact me parut étrangement familier, comme si mon corps se souvenait d'une amitié que mon esprit avait oubliée. Antoine Thomas, maintenant. Était obsédé par ton père, commença-t-elle. Il le voyait comme un mentor, un génie incompris. Ton père avait cette théorie controversée sur les liens entre la littérature gothique et certains rituels ésotériques. L'université l'avait prévenu de ne pas poursuivre ses recherches s'il voulait obtenir sa titularisation, mais Antoine l'encourageait.
Je me rappelais effectivement que mon père avait eu des problèmes avec l'université à un moment donné, mais je n'en connaissais pas les détails. Un soir, continua Sophie, on est allé chez toi pour travailler sur un exposé. Tes parents étaient censés être à une conférence à Grenoble, mais ton père est rentré plus tôt que prévu. Il était furieux parce qu'Antoine avait soumis un article en leur donnant à une revue, sans son autorisation. L'article contenait des théories que ton père explorait en privé mais qu'il n'avait jamais voulu rendre publiques. Des bribes de souvenirs commençaient à émerger. Une dispute. Mon père criant dans son bureau. Le bruit d'une porte claquée. Antoine est arrivé peu après, poursuivit Sophie. Il était dans un état second, comme drogué ou ivre. Il a commencé à crier que ton père le trahissait, qu'il était trop lâche pour défendre leur théorie. La dispute a dégénéré. Tu as essayé de t'interposer et... Elle s'interrompit, visiblement bouleversée. Et quoi, insistai-je. Antoine t'a poussé. Tu es tombé et ta tête a heurté le coin de la table basse. Il y avait tellement de sang. Ton père s'est jeté sur lui. Ils se sont battus. J'ai appelé les secours. Quand la police est arrivée, Antoine avait disparu et ton père avait une côte cassée. Je portais instinctivement ma main à l'arrière de ma tête, où une légère bosse subsistait sous mes cheveux. Les médecins m'avaient dit que c'était une ancienne blessure, probablement liée à une chute pendant mon enfance. La police l'a cherché pendant des semaines, continua Sophie. Ils ont retrouvé sa voiture abandonnée près de la frontière suisse, mais aucune trace de lui. L'affaire a fini par être classée. C'était comme s'il s'était évaporé. Et maintenant, il est revenu, murmurai-je. Sophie hocha la tête. Quand j'ai découvert qui il était vraiment, j'ai paniqué. Je l'ai confronté et il a changé. Son visage s'est transformé. C'était comme si un masque tombait. Il m'a avoué qu'il m'avait choisi uniquement pour te retrouver. Il a dit que ton père lui avait volé ses idées, avait ruiné sa carrière. Il voulait se venger. Un frisson me parcourut l'échine. Mais pourquoi attendre toutes ces années? Je ne sais pas, répondit Sophie. Peut-être qu'il ne pouvait pas revenir en France avant. Peut-être qu'il a pris tout ce temps pour élaborer son plan. Tout ce que je sais, c'est qu'il est dangereux. J'ai réussi à lui échapper il y a 3 jours, mais il me traque. Et maintenant, il nous a trouvés toutes les deux. Je me levai brusquement, prise d'une angoisse croissante. On devrait appeler la police. J'ai déjà essayé, dit Sophie, secouant la tête. Ils ne peuvent rien faire sans preuve concrète. Des menaces par texto ne suffisent pas. Et Thomas est intelligent. Il sait exactement jusqu'où il peut aller sans franchir la ligne. Je réfléchissais à toute vitesse. Si ce qu'elle disait était vrai et malgré les trous dans ma mémoire, je sentais que c'était le cas, nous étions en danger immédiat. On ne peut pas rester ici, décidai-je. S'il a pu retrouver mon adresse grâce à Instagram, cet appartement n'est plus sûr. Sophie acquiesça. Tu as raison. Mais où peut-on aller? Je pensais à mes options. Je ne connaissais presque personne à Paris, étant arrivée depuis si peu de temps. Mais j'avais une vieille amie de la fac, Émilie, qui possédait une petite maison dans le Perche, à environ 2 heures de route de Paris. Je connais un endroit, dis-je. Laisse-moi juste le temps de prendre quelques affaires. Je me dirigeai vers ma chambre et commençai à fourrer des vêtements dans un sac à dos. Mon esprit tournait à plein régime, tentant d'assimiler toutes ces révélations. Comment mes parents avaient-ils pu me cacher quelque chose d'aussi important? Était-ce pour me protéger, ou y avait-il autre chose? Alors que je fouillais dans mon tiroir à la recherche de mon chargeur de téléphone, un bruit me figea sur place. Un grincement léger mais distinct, comme celui d'une fenêtre qu'on ouvre lentement. Il venait du salon. Sophie, appelai-je doucement. Pas de réponse. Je m'approchai lentement de la porte de ma chambre, le cœur battant la chamade. Le silence qui régnait dans l'appartement me semblait soudain oppressant, anormal. J'entr'ouvris la porte et jetai un coup d'œil dans le salon. Sophie était toujours assise sur le canapé, mais elle ne bougeait plus. Son corps était rigide, ses yeux écarquillés fixés sur la fenêtre maintenant ouverte. Une légère brise faisait danser les rideaux. Et puis je le vis. Une silhouette sombre se tenait dans un coin de la pièce,
à moitié dissimulé par l'ombre projetée par ma bibliothèque. Un homme grand, aux épaules larges. Je reconnus instantanément le visage de la photo que Sophie m'avait montrée. Thomas. Ou Antoine. Peu importait son nom, il était là, dans mon appartement, et le regard qu'il posait sur nous était celui d'un prédateur qui a enfin coincé ses proies. « Bonsoir, Claire, dit-il d'une voix étonnamment douce. Ça fait longtemps. Je restais paralysée dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger ou de parler. Une partie de mon cerveau me hurlait de fuir, mais mes jambes refusaient d'obéir. « Tu as vraiment cru que tu pouvais m'échapper, Sophie, continua-t-il, s'adressant maintenant à mon amie sans me quitter des yeux. Tu savais que je te retrouverais. Tu savais que je la retrouverais. » Il fit un pas vers nous, sortant de l'ombre. La lumière du salon révéla son visage plus clairement. Il souriait, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux, froids comme de l'acier. « Qu'est-ce que vous voulez ?» parvins-je enfin à articuler. « Ce que je veux, » répéta-t-il, comme s'il trouvait la question amusante. « Je veux ce qui m'a été volé, Claire. Je veux justice. » « Je ne comprends pas, dis-je, tentant de gagner du temps tout en cherchant désespérément une issue. « Bien sûr que non, répondit-il avec un rire sans joie. Ton père a fait en sorte que tu ne comprennes pas. Il t'a volé tes souvenirs, tout comme il m'a volé mon travail. » Du coin de l'œil, je vis Sophie se lever lentement du canapé. « Thomas, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder calme. C'est entre toi et moi. Claire n'a rien à voir là-dedans. Elle ne se souvient même pas de toi. » Oh, mais elle se souviendra, affirma-t-il, sortant quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Un petit carnet à la couverture de cuir usé. Je le reconnus immédiatement. C'était le journal de mon père. Le journal de mon père. Je l'avais cherché pendant des mois après sa mort, convaincu qu'il avait disparu avec lui. Comment cet homme pouvait-il le posséder ? Où avez-vous trouvé ça ? demandai-je, la gorge sèche. Thomas caressa la couverture du carnet avec une tendresse presque obscène. Ton père me l'a envoyé. Peu avant sa mort. Une sorte de confession tardive, je suppose. Je ne pouvais détacher mon regard du petit carnet brun. Mon père y consignait toutes ses pensées, ses recherches, ses secrets. J'y avais jeté quelques coups d'œil enfant, fasciné par son écriture serrée et ses schémas mystérieux. C'est impossible, murmurai-je. Mon père vous détestait. Un éclair de rage traversa le regard de Thomas, si bref que j'aurais pu l'imaginer. Marc ne me détestait pas. Il me craignait. Il savait que j'étais le seul à comprendre la portée de ses découvertes. Sophie fit un pas vers la porte d'entrée, mais Thomas la repéra immédiatement. « N'y pense même pas, dit-il froidement. J'ai attendu trop longtemps pour ce moment. » La tension était palpable dans l'appartement. Je tentais désespérément de comprendre ce qui se passait, de reconstituer ce passé qui m'échappait. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce journal que vous voulez tant ?» demandai-je, cherchant à gagner du temps. Thomas eut un rire bref. « Ce n'est pas le journal qui m'intéresse, Claire. C'est ce qu'il représente. La preuve. La confirmation que j'avais raison depuis le début. » Il ouvrit le carnet et en sortit une feuille pliée qu'il me tendit. C'était une lettre, écrite de la main de mon père. Je la pris avec précaution et commençai à lire. « Thomas, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus. Je t'écris non pas pour demander pardon, mais pour rétablir une vérité que j'ai trop longtemps gardée enfouie. Tu avais raison au sujet des manuscrits de Valérie. Ils contiennent bien plus que de simples notes poétiques. J'ai poursuivi nos recherches en secret pendant toutes ces années. Ce que j'ai découvert est à la fois magnifique et terrifiant. Claire est la clé, elle l'a toujours été. Protège-la, même si elle ne se souvient pas. Marc Duval, je relevai les yeux, désorienté. Je ne comprends pas. De quel manuscrit parle-t-il ? En quoi serais-je une clé ? Les manuscrits de Paul Valéry, répondit Thomas, ses yeux brillant d'une excitation fébrile. Ton père et moi avions découvert un code caché dans certains de ses poèmes inédits. Nous pensions qu'il avait dissimulé l'emplacement d'un artefact datant du XIIe siècle. Un objet que l'Église a tenté de faire disparaître pendant des siècles.
Je repensais soudain aux nombreux voyages que mon père avait faits dans le sud de la France quand j'étais adolescente. Il prétendait faire des recherches sur les troubadours, mais revenait souvent irritable et distant. Et en quoi suis-je lié à tout ça, demandai-je, de plus en plus perdu. Thomas s'approcha, trop près. Je pouvais sentir son parfum, un mélange entêtant de bois de santal et de quelque chose de plus âcre. Ton 16e anniversaire, dit-il doucement. Et tu ne te souviens pas? La cave de votre maison à Lyon. Une vague de nausée me submergea tandis que des fragments de souvenirs commençaient à émerger. L'obscurité. Des bougies. Mon père et un autre homme Thomas récitant quelque chose en latin. Moi, au centre d'un cercle dessiné à la craie sur le sol en pierre. Ce n'était qu'un jeu, murmurai-je, mais le doute s'insinuait en moi. Père me faisait participer à ces reconstitutions historiques. Ce n'était pas un jeu, Claire, intervint Sophie, qui s'était rapprochée de moi. J'étais là aussi. Ton père nous a fait participer à un rituel. Il croyait que tu avais hérité d'une sorte de sensibilité particulière de ta grand-mère paternelle. Quelque chose qui te permettrait de localiser l'artefact. Les images affluaient maintenant. La sensation du métal froid contre ma paume, une sorte de pendule en argent. Les mots que je prononçais sans les comprendre. La carte sur laquelle le pendule s'était arrêté. Le Cap Sissier, murmurai-je. Près de Toulon. Thomas eut un sourire presque triomphant. Tu te souviens? Ce n'était pas une question. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Demanda Sophie. Selon les poèmes de Valérie, une crypte, répondit Thomas. Cachée dans les falaises. Et à l'intérieur, un manuscrit contenant un savoir perdu. Un savoir que l'Église a tenté d'éradiquer pendant la croisade contre les cathares. Je secouai la tête, tentant de refouler ces souvenirs qui remontaient comme une marée noire. C'était des délires. Mon père a abandonné ses recherches. Il m'a dit que c'était une erreur, qu'il s'était laissé emporter. Il t'a menti, dit Thomas, sa voix devenant dure. Il a continué seul. Il a trouvé la crypte, Claire. Il a trouvé le manuscrit. Et puis il a disparu de nouveau. Vous êtes fou, lançai-je, la colère remplaçant peu à peu la peur. Mon père était professeur de littérature, pas un chasseur de trésors ésotériques. Thomas éclata d'un rire froid qui me glaça le sang. Ton père était bien plus que ça. Pourquoi crois-tu que sa mort a été si soudaine? Un infarctus à 62 ans pour un homme en parfaite santé? Je me figeai. Que voulez-vous dire? Ton père a été assassiné, Claire. Par les mêmes personnes qui protègent ce secret depuis des siècles. Et ils viendront pour toi aussi, dès qu'ils sauront que tu te souviens. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Je regardai Sophie, cherchant dans ses yeux une confirmation que cet homme était fou, mais je n'y trouvai que de la peur et de la résignation. Tu étais au courant, lui demandai-je, incrédule. Pas tout, répondit-elle doucement. Mais j'ai toujours su que la mort de ton père n'était pas naturelle. Il m'avait contacté quelques jours avant, me disant qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinaire. Il voulait que je t'aide à retrouver la mémoire si jamais il lui arrivait quelque chose. Je me sentais trahi, manipulé. Toute cette histoire semblait sortie d'un mauvais roman d'aventure. Je ne vous crois pas, dis-je fermement. Ni l'un, ni l'autre. Sortez de chez moi. Thomas secoua la tête, comme déçu par ma réaction. Tu ne comprends pas, Claire. Je ne suis pas venu te menacer. Je suis venu te protéger. Ils savent que je t'ai retrouvé. Ils nous surveillent probablement déjà. Qui ça, ils? Une branche secrète du Vatican, répondit-il avec un sérieux qui aurait été comique dans d'autres circonstances. Officiellement, ils n'existent pas officieusement, ils éliminent toute menace contre les dogmes de l'Église depuis le XIIIe siècle. Je m'apprêtais à lui rire au visage quand un bruit survenant du palier me figea. Quelqu'un venait de monter l'escalier et s'était arrêté devant ma porte. Thomas se déplaça silencieusement jusqu'à la fenêtre et jeta un coup d'œil à travers les rideaux. Son visage se durcit. Deux hommes, murmura-t-il. Costume sombre. Ils ne sont pas là pour le thé. Mon cœur s'emballa. Qui que soient ces hommes, l'expression sur le visage de Thomas ne présageait rien de bon.
Et l'escalier de service, chuchotai-je, soudain animé d'un instinct de survie que je ne me connaissais pas, par la cuisine. Sans attendre leur réaction, je courus vers ma chambre, attraper mon sac à dos déjà à moitié rempli et y fourrer mon portefeuille, mon passeport et mon téléphone. Par réflexe, je saisis aussi un petit carnet de croquis qui ne me quittait jamais, cadeau de mon père pour mes 20 ans. Lorsque je revins dans le salon, Thomas avait ouvert la porte de la cuisine et vérifiait l'escalier de service. Sophie rassemblait nos affaires éparses, effaçant les traces de notre présence avec une efficacité qui suggérait l'habitude. Un léger cognement à la porte d'entrée nous figea tous les trois. Mademoiselle Duval, appela une voix masculine au timbre neutre. Police nationale. Nous aurions quelques questions à vous poser. Thomas secoua vigoureusement la tête et articula en silence, pas la police. Je n'avais aucune raison de lui faire confiance, mais quelque chose dans la voix de l'homme me semblait faux, mécanique, comme un texte récité. Un instant, lançai-je, cherchant à gagner du temps. Je suis sous la douche. Thomas m'attrapa par le bras et nous entraîna, Sophie et moi, vers la cuisine. L'escalier de service était étroit, poussiéreux, sentant le moisi. Il descendait en colimaçon vers les étages inférieurs. Ils vont comprendre que nous fuyons, murmura Sophie. On n'a pas le choix, répondit Thomas. S'ils nous trouvent ici, on est mort. Cette phrase aurait dû me paraître mélodramatique, absurde. Pourtant, une part de moi-même que je ne reconnaissais pas la prenait terriblement au sérieux. Nous commençâmes à descendre silencieusement. J'entendis un bruit survenant de mon appartement, ils avaient enfoncé la porte. Plus vite, souffla Thomas. Nous accélérâmes, dévalant les marches aussi discrètement que possible. Arrivé au premier étage, Thomas nous fit signe de nous arrêter et colla son oreille contre la porte de service. Deux personnes qui discutent dans le couloir, chuchota-t-il. On continue jusqu'au sous-sol. Le sous-sol de l'immeuble abritait les caves des résidents et la chaufferie. J'y étais descendu une seule fois, le jour de mon emménagement, et l'endroit m'avait semblé labyrinthique. Nous atteignîmes enfin la dernière porte. Thomas l'entr'ouvrit avec précaution. Le sous-sol était faiblement éclairé par quelques ampoules nues au plafond. Des rangées de portes en bois conduisaient aux différentes caves. Par là, dis-je, indiquant un couloir sur la droite. Il y a une sortie qui donne sur la cour arrière. Nous nous déplacions comme des ombres entre les tuyaux et les compteurs électriques. L'air était lourd, chargé de poussière et d'humidité. Au loin, le ronronnement de la chaudière couvrait le bruit de nos pas soudains, un claquement métallique résonna dans l'escalier que nous venions de quitter. Il nous suivait. Courez, ordonna Thomas. Nous nous élançâmes à travers le dédale de couloirs. Je guidais notre petit groupe, puisant dans des souvenirs fragmentés de ma visite précédente. Gauche, puis droite, puis encore gauche. Un bruit de pas précipité derrière nous m'indiqua que nos poursuivants avaient gagné du terrain. Nous arrivâmes enfin devant une porte en métal portant l'inscription « Sortie de secours ». Je poussai la barre d'ouverture de toutes mes forces. La porte s'ouvrit sur la cour arrière de l'immeuble, un espace étroit entre deux bâtiments. La nuit était tombée pendant notre fuite, et l'air frais du soir me frappa le visage comme une bénédiction. Par là, dit Thomas, nous dirigeant vers une petite ruelle qui débouchait sur la rue parallèle à la mienne. Nous courûmes sans nous retourner, Sophie légèrement en retrait, visiblement essoufflée. Quand nous atteignîmes la rue principale, Thomas héla un taxi qui passait. Par miracle, il s'arrêta. Gare Montparnasse, lança Thomas au chauffeur en nous poussant à l'intérieur. Le taxi démarra. Je me retournai et aperçus deux silhouettes sombres qui émergeaient de la ruelle. L'un des hommes leva quelque chose qui ressemblait étrangement à un pistolet, mais nous étions déjà trop loin. C'était vraiment des tueurs, demandai-je, le souffle court, la réalité de notre situation me frappant soudain de plein fouet. Thomas acquiesça gravement. La branche dont je t'ai parlé s'appelle le Concilium Custodum, le Conseil des gardiens. Ils éliminent quiconque s'approche trop près de certaines vérités que l'Église préfère garder enfouies. Comme ces manuscrits cathares ? Exactement. Ce que ton père a découvert pourrait ébranler les fondements même du christianisme. Je secouai la tête, incapable d'assimiler tout ce qui se passait. En l'espace de quelques heures, ma vie tranquille d'illustratrice fraîchement installée à Paris s'était transformée en cauchemar digne d'un film d'espionnage.
Où va-t-on demanda Sophie, qui reprenait lentement son souffle. Toulon, répondit Thomas. Le Cap Sissier. C'est là que tout a commencé, c'est là que ça doit finir. On ne devrait pas plutôt aller à la police, suggérai-je. La vraie, cette fois. Thomas me lança un regard qui mélangeait pitié et agacement. Et leur dire quoi? Qu'une branche secrète du Vatican nous pourchasse parce que ton père a découvert un manuscrit hérétique datant du Moyen Âge? Ils nous enverront directement en psychiatrie. Il avait raison, bien sûr. Notre histoire semblait délirante, même à mes propres oreilles. Le taxi nous déposa devant la gare Montparnasse, grouillante de voyageurs malgré leur tardive. Thomas nous guida à travers la foule jusqu'au guichet automatique. 3 billets pour Toulon, départ le plus proche, dit-il en insérant sa carte bancaire dans la machine. Le prochain train est dans 20 minutes, annonça Sophie en consultant le panneau d'affichage. On va devoir patienter. C'est trop risqué de rester ici, répliqua Thomas. Ils ont probablement déjà alerté leur contact à la SNCF. Il nous faut un autre moyen de transport. J'ai une amie qui possède une voiture, proposai-je. Léa. Elle habite près d'ici, rue de l'Ouest. Thomas sembla hésiter, puis acquiesça. Appelle-la. Mais ne lui dis pas où on va, ni pourquoi. Je sortis mon téléphone, puis m'arrêtai. Et s'ils peuvent nous tracer grâce à nos portables? Ils le peuvent, confirma Thomas. Il prit mon téléphone et retira la batterie, puis fit de même avec celui de Sophie. Utilisons une cabine. Nous trouvâmes une cabine téléphonique près de la sortie. Ouest de la gare. Je composai le numéro de Léa, priant pour qu'elle décroche malgré leur tardive. Allô? Sa voix ensommeillée me fit presque pleurer de soulagement. Léa, c'est Claire. J'ai un énorme service à te demander. 20 minutes plus tard, nous étions entassés dans la vieille Fiat 500 de Léa, roulant vers le sud de Paris. J'avais inventé une histoire de vernissage surprise à Marseille pour expliquer notre besoin urgent d'une voiture. Léa avait accepté de nous la prêter pour le week-end, plus intriguée qu'inquiète par ma requête inhabituelle. « Tu me raconteras tout à ton retour », avait-elle dit en me tendant les clés. Ça a intérêt à être une histoire croustillante. Si seulement elle savait. Nous prîmes l'autoroute A6 en direction de Lyon. Thomas conduisait, concentré sur la route, tandis que Sophie somnolait sur la banquette arrière. Je restais silencieuse, tentant de mettre de l'ordre dans le chaos de mes pensées. « Comment as-tu survécu toutes ces années ?» demandai-je finalement à Thomas. Après l'incident chez mes parents. Il garda les yeux fixés sur la route, mais je vis ses mains se crisper légèrement sur le volant. J'ai fui en Suisse, puis en Allemagne. J'ai changé de nom, d'apparence. J'ai vécu comme un fantôme pendant des années, travaillant dans l'ombre, poursuivant mes recherches. Puis ton père m'a retrouvé. Comment? Il a publié un article codé dans une obscure revue de littérature comparée. Un message que seul moi pouvais comprendre. Je repensais aux dernières années de mon père, à son obsession grandissante pour son travail, à ses absences inexpliquées. Pourquoi t'a-t-il contacté après tout ce temps? Thomas resta silencieux un moment, comme s'il pesait ses mots. Parce qu'il avait peur, Claire. Il avait trouvé quelque chose qu'il n'aurait jamais dû trouver, et il savait qu'il viendrait pour lui. Il voulait que je veille sur toi quand ce serait le cas. Je contemplais les lumières des voitures qui défilaient en sens inverse, créant des traînées dorées dans la nuit. L'idée que mon père ait confié ma protection à Thomas, un homme qui m'avait blessé, qui avait disparu pendant des années, me semblait inconcevable. « Tu dis que mon père t'a envoyé son journal », dis-je après un long silence. « Pourquoi ne pas me l'avoir envoyé à moi? Il savait que tu ne comprendrais pas. Que tu ne te souviendrais pas. » Me souvenir de quoi, exactement? Thomas jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, comme pour s'assurer que Sophie dormait toujours. De ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, dans la cave, dit-il à voix basse. Ce n'était pas qu'un simple rituel, Claire. Quelque chose s'est produit. Quelque chose que ni ton père ni moi n'avions prévu. Je fermai les yeux, me concentrant sur les fragments de souvenirs qui remontaient à la surface. La cave fraîche. L'odeur de bougie. Le pendule d'argent dans ma main.
Et puis, une sensation étrange, comme si mon esprit se détachait de mon corps. J'ai vu quelque chose, murmurai-je. Un lieu. Une grotte au bord de la mer. Un autel de pierre. Thomas hocha lentement la tête. Tu as eu une vision. Pendant quelques minutes, ton esprit a voyagé jusqu'au Cap Sissier. Tu as décrit la crypte avec une précision troublante, alors que tu n'y avais jamais mis les pieds. C'est impossible. C'est pourtant ce qui s'est passé. Ton père était à la fois fasciné et terrifié. C'est là que nos chemins ont divergé. Je voulais poursuivre, explorer ce don que tu semblais posséder. Lui voulait tout arrêter, te protéger. Notre dispute a dégénéré et tu m'as poussé, complétai-je. Ma tête a heurté la table. Je n'ai jamais voulu te blesser, dit-il, une note de sincérité dans la voix qui me surprit. Quand j'ai vu le sang, j'ai paniqué. J'ai fui. C'est la plus grande erreur de ma vie. Le silence retomba dans la voiture. Les kilomètres défilaient, nous rapprochant inexorablement du Cap Sissier et de ses secrets. Je me tournai vers la banquette arrière. Sophie s'était réveillée et nous observait, les yeux mi-clos. « Comment es-tu entrée dans cette histoire ?» lui demandai-je. Elle se redressa, étirant son dos endolori par la position inconfortable. « Après l'accident, ton père est venu me voir à l'hôpital, expliqua-t-elle. Il m'a fait promettre de ne jamais te parler de Thomas, ni des recherches, ni du rituel. Il a dit que c'était pour ta sécurité. J'ai respecté cette promesse pendant des années. Jusqu'à ce que tu rencontres Thomas. » Elle hocha la tête. Au début, je ne savais pas qui il était vraiment. Quand je l'ai découvert, il était déjà trop tard. J'étais amoureuse. Je perçus la douleur dans sa voix, la culpabilité aussi. Je voulus lui en vouloir de m'avoir caché la vérité pendant si longtemps, mais comment le pourrais-je alors que je commençais à peine à accepter cette vérité moi-même ? Nous roulâmes toute la nuit, nous relayant au volant. Au petit matin, nous atteignîmes enfin les abords de Toulon. La Méditerranée scintillait à l'horizon, d'un bleu profond qui contrastait avec le vert sombre des pins. Thomas nous guida à travers des routes sinueuses jusqu'à un petit parking en surplomb de la mer. De là, un sentier escarpé descendait vers une crique isolée. « C'est ici, dit-il en coupant le moteur. La crypte se trouve dans les falaises, juste au-dessus de cette plage. » Nous sortîmes de la voiture, nos membres engourdis par les heures de route. L'air marin me revigora instantanément, chargé d'iode et du parfum des pins. « Comment sais-tu exactement où chercher ?» demanda Sophie. « Les indications dans le journal de Marc, répondit Thomas. Et les descriptions de Claire lors de sa transe. » Je frissonnai à ce mot. Transe. Comme si j'avais été possédée. Nous descendîmes le sentier avec précaution. Les rochers étaient glissants, polis par les embruns. Je me surpris à reconnaître certains détails du paysage, un pin tordu par le vent, une formation rocheuse particulière alors que j'étais certaine de n'être jamais venue ici. Arrivé sur la petite plage de Galets, Thomas nous conduisit vers l'extrémité nord, là où la falaise formait une paroi presque verticale. À première vue, il n'y avait rien de particulier, juste la roche calcaire typique de la région. Là, dit-il, pointant du doigt une anfractuosité à peine visible entre deux rochers. L'entrée est dissimulée derrière. Nous nous faufilâmes dans l'étroit passage. À ma grande surprise, il s'élargissait rapidement, révélant un tunnel taillé dans la roche. Thomas sortit une lampe torche de son sac et éclaira notre progression. Le tunnel s'enfonçait horizontalement dans la falaise sur une dizaine de mètres avant de déboucher sur une petite grotte naturelle. L'air y était étonnamment sec, préservé des embruns par la configuration particulière de l'entrée. Et là, je m'arrêtai net, saisi d'un vertige. La grotte était exactement comme dans mes souvenirs ou plutôt, comme dans ma vision. Un espace circulaire d'environ 5 mètres de diamètre, au centre duquel se dressait un autel de pierre brute. Sur les parois, des symboles étaient gravés, certains ressemblant à des caractères hébraïques, d'autres à des glyphes que je ne reconnaissais pas. « C'est impossible », murmurai-je. « Comment puis-je connaître cet endroit ?» Thomas s'approcha de l'autel, visiblement ému. « C'est la preuve que ton don est réel, Claire. Ton esprit a voyagé jusqu'ici il y a 10 ans.
Sophie restait en retrait, scrutant la grotte avec un mélange de crainte et de fascination. « Où est le manuscrit » demanda-t-elle. Thomas examina l'autel, passant ses mains sur la surface rugueuse de la pierre. « Il doit y avoir un mécanisme, dit-il, plus pour lui-même que pour nous. » Je m'avançai à mon tour, attiré par les symboles gravés sur les parois. Sans vraiment savoir pourquoi, je posai ma main sur une série de glyphes qui semblaient former un motif circulaire. Sous mes doigts, la pierre céda légèrement. Un déclic résonna dans la grotte. L'autel central se fendit en deux, révélant une cavité dans laquelle reposait un coffret en bois sombre. Thomas s'en saisit avec révérence. Le coffret était simple, sans ornement, mais d'une facture ancienne indéniable. Il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait un manuscrit, protégé par une enveloppe en cuir scellée à la cire. Mais ce qui attira mon attention, c'était le petit objet métallique posé sur l'enveloppe, un pendule identique à celui que j'avais tenu lors du rituel dans la cave de mes parents. « Le pendule de vérité » murmura Thomas. « Une relique cathare. La légende dit qu'il permet à certaines personnes de voir au-delà des apparences, de percevoir la vérité divine. » Je tendis la main vers le pendule, poussé par une impulsion irrésistible. Dès que mes doigts effleurèrent le métal froid, une sensation de picotement me parcourut le bras, remontant jusqu'à ma nuque. Des images défilèrent dans mon esprit à une vitesse vertigineuse. Mon père dans cette même grotte, ouvrant le coffret, lui lisant le manuscrit à la lueur d'une lampe, sa terreur en découvrant qu'il était suivi, et enfin, lui cachant le pendule dans sa tombe, dis-je soudain. Le véritable manuscrit n'est pas ici. Père l'a pris et a laissé le coffret avec juste le pendule. Le manuscrit est enterré avec lui, à Lyon. Thomas me dévisagea, stupéfait. Comment peux-tu savoir ça? Je serrai le pendule dans ma paume, sentant sa chaleur irradier à travers ma chair. Je le vois, c'est tout. Comme j'ai vu cette grotte il y a 10 ans. Un bruit de pas résonna soudain dans le tunnel derrière nous. Sophie se retourna vivement, le visage blême. Ils nous ont trouvés, souffla-t-elle. Thomas referma précipitamment le coffret et le remit à sa place. Il y a une autre sortie, dit-il. Ton père l'a mentionné dans son journal. Un passage qui mène plus haut dans la falaise. Il se dirigea vers le fond de la grotte, tâtant la paroi rocheuse. Je le suivis, le pendule toujours serré dans ma main, guidé par des images qui s'imposaient à mon esprit. Là, indiquai-je, pointant une saillie presque invisible. Il faut pousser et glisser vers la gauche. Thomas s'exécuta. Une partie de la paroi pivota, révélant un étroit passage ascendant. Vite, dit-il, poussant Sophie devant lui. Je m'apprêtais à les suivre quand une silhouette apparut à l'entrée principale de la grotte. Un homme en costume sombre, le visage impassible, un pistolet à la main. Mademoiselle Duval, dit-il d'une voix neutre. Nous avons beaucoup à discuter. Je reculai vers le passage secret, le cœur battant à tout rompre. Le concilium cherche simplement à protéger l'humanité de vérités qu'elle n'est pas prête à entendre, poursuivit-il, avançant lentement vers moi. Votre père l'avait compris, à la fin. Et c'est pour ça que vous l'avez tué, lancai-je avec une audace que je ne me connaissais pas. L'homme sourit légèrement. Marc Duval est mort d'un infarctus, comme l'indique son certificat de décès. Tout comme vous allez malheureusement périr dans un tragique éboulement dans cette grotte instable. Le temps sembla ralentir. Je vis son doigt presser la détente, entendis le déclic du percuteur. Dans un réflexe désespéré, je serrai le pendule de toutes mes forces et souhaitai être ailleurs, n'importe où sauf ici. Une lumière aveuglante emplit la grotte. Je sentis mon corps devenir léger, immatériel, comme dissous dans l'air marin. La dernière chose que j'entendis fut le bruit sourd d'un éboulement, puis le silence. Quand je rouvris les yeux, j'étais allongé sur l'herbe humide du cimetière de la Croix-Rousse à Lyon, juste devant la tombe de mon père. Le pendule pulsait doucement dans ma main, comme un cœur miniature. Et je sus, avec une clarté qui défiait toute logique, que ma véritable quête ne faisait que commencer.